Ce n'est pas du tout la fin du rapport de force. C'est une fin officielle de la guerre. Donc, pour comprendre 2006-2009, parce qu'on va commencer là, il faut d'abord revenir à une chose essentielle. 2003 ne marque pas la fin de la guerre. 2003 marque la fin officielle des combats directs entre pays, entre le Rwanda, la RDC, entre la RDC contre l'Ouganda. Donc, c'est la fin officielle de la guerre régionale. Donc, après la guerre de 1996 à 97, puis 98 à 2002, la RDC est un pays militairement épuisé et institutionnellement détruit, territorialement fragmenté. La RDC est dépendante totalement de la médiation internationale. Ça, c'est quand on sort de la guerre 96, 97, 98, 2002. Et puis les accords de Sun City 2002-2003 ne sont donc pas une victoire congolaise. Ce sont des accords d'arrêt d'incendie. Arrêtons les hostilités. C'est ça cet accord de 2002-2003. Donc leur objectif n'est pas de reconstruire un État fort, de rebâtir la RDC, de stabiliser complètement la RDC. Mais l'objectif ici est d'empêcher l'explosion régionale totale. Maintenant, la logique internationale en 2003, c'était quoi leur logique? En 2003, la communauté internationale impose une doctrine claire. On arrête la guerre, on partage les pouvoirs, on intègre tout le monde. Tout le monde va entrer. C'est ce qu'on appelle l'inclusivité. Concrètement, on ne désarme pas totalement les combattants, on ne juge personne, on ne dissout pas les armées rebelles, et donc on intègre tout le monde. Ici, c'est le choix du compromis, pas de la souveraineté. Vous comprenez, c'est le choix du compromis et non le choix de la souveraineté. Donc, 2003-2006, une armée nationale, sur le papier, forcément, entre 2003 et 2006, la RDC va mettre en place le brassage, l'intégration des ex-belligérants, une armée dite nationale. Mais cette armée dite nationale, en réalité, on a juxtaposé des forces ennemies, des amis en parallèle. On a conservé le chaîne des commandements. On a évité toute épuration et on a sacralisé la stabilité au détriment de la cohésion. Donc, l'armée congolaise naît comme une coalition armée, pas comme une institution souveraine. Alors, pourquoi ce système va rassurer Kagame à court terme? Parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Il a eu quelque part ce qu'il a cherché. Donc, Paul Kagame, entre 2003 et 2006, l'Est reste perméable pour son armée. Les ex-RCD sont présents partout dans le pays, dans l'armée, dans la politique, ils sont partout. Et donc, les loyautés sont fragmentées forcément. Kinshasa dépend de l'extérieur et la RDC est sous embargo concernant les armes. La RDC ne peut pas acheter des armes. Donc, le rapport de force est figé en faveur du statu quo. Rien n'a bougé, mais Kagame, c'est une chose fondamentale. En ce moment-là, un statu quo politique n'est jamais éternel. Tout peut basculer, tout peut changer à tout moment. Donc, 2006, les élections arrivent. Les changements de nature, les choses prennent d'autres visages. Donc, les élections de 2006 vont transformer radicalement la situation. Joseph Kabila devient président élu
la transition prend fin, l'État congolais retrouve une légitimité et la communauté internationale commence à parler d'autorité de l'État. Alors tout va changer. Excusez-moi juste un instant, je vous reviens. Et donc, à partir de là, vous avez compris, le système de 2003 à 2006 est devenu instable. Joseph Kabila devient président élu. La transition prend fin. L'État congolais retrouve une légitimité internationale. La communauté internationale commence à parler d'autorité de l'État. À partir de là, le système de 2003 à 2006 devient instable. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de Kagame. Ce qui est un compromis temporaire commence à ressembler à une menace stratégique pour ceux qui contrôlaient indirectement l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que Kagame voit vraiment entre 2006 et 2009? Qu'est-ce qu'il a vu? De quoi a-t-il eu peur pour réveiller le CNDP? Donc, pourquoi activer le CNDP alors que le Rwanda avait déjà beaucoup gagné entre 2003 et 2006? Pourquoi ce réveil brutal? Pourquoi l'activation du CNDP? La situation avant le CNDP, Kagame a déjà beaucoup eu, nous l'avons vu. Mais pas tout. Après Sun City 2003 et les élections de 2006, le RCD est intégré dans l'État congolais. Azarias Roubaix-Roy est vice-président. Les ex-rebelles sont intégrés dans l'armée. Il y a un brassage. L'Est est pénétré politiquement, militairement, économiquement. La RDC est sous embargo sur les armes. Donc, pas d'achat d'armes. À première vue, Kagame est confortable. Tout va bien. Mais Kagame ne raisonne jamais à court terme. Ce que Kagame va voir dans cette configuration et que beaucoup ne voient pas, parce que lui, c'est un stratège, Kagame voit un danger latent, quelque chose qui peut se déclencher à tout moment. Donc, malgré tout ce que nous avons cité, Kagame va observer 5 signaux inquiétants pour lui. D'abord, les élections de 2006 changent la donne. Joseph Kabila gagne une légitimité internationale. Il n'est plus un président de transition. Il commence à parler État, pas seulement compromis. Pour Kagame, c'est un changement qualitatif. Deuxième élément, le brassage commence à diluer les contrôles rwandais. Les brassages de 2003 à 2006 mélangent les ex-RCD de Roubaix-Roy avec d'autres FARDC, brise les chaînes de commandement homogènes et va créer une incertitude de loyauté. Kagame comprend une seule chose. Kagame comprend que intégrer, c'est aussi perdre le contrôle direct. Bonsoir, Ndeko Vénérable. Le Rwanda préfère des unités compactes et loyales, pas des individus dissous dans une armée nationale par des brassages, etc. Oui, Roubaix-Roy est vice-président à l'époque. Mais Kagame sait une seule chose. Un poste politique ne contrôle pas le terrain. Roubaix-Roy ne commande pas les troupes sur place. Il ne contrôle pas les routes. Roubaix-Roy ne sécurise pas les frontières. Roubaix-Roy est politicien, il est ministre, etc. Il ne gère pas les flux miniers. Donc Kagame raisonne en sécurité territoriale, pas en prestige institutionnel. L'embargo sur les armes est un frein, oui, mais pas une garantie éternelle pour Kagame. Donc, Kabila ne peut pas acheter librement des armes. C'est l'embargo depuis 2003.
Mais Kagame sait aussi que les embargos ne sont pas éternels. Ils peuvent être contournés, on peut acheter des armes en noir, ils peuvent être levés politiquement à tout moment, et Kagame va anticiper. Si Kabila consolide sa légitimité, l'embargo va sauter forcément. Donc il faut agir. Agir avant. Kabila commence à vouloir récupérer l'Est. C'est le point qui va déclencher l'hostilité chez Kagame. Concrètement, Kabila fait quoi? Bonsoir Ndeko Évariste. Kagame parle de fin des armées parallèles. Kagame, après 2006, soutient des opérations de FARDC contre les groupes armés. Kabila accepte une coopération accrue avec la MONUSCO et commence à consulter les contrôles indirects de l'Est. Et pour Kagame, c'est inacceptable. Donc, pourquoi est-ce que Kagame va activer le CNDP en 2009 alors qu'il avait tout eu? Parce que Kagame comprend ici tout ce qu'il a gagné entre 98, 2006 est réversible. Ça peut changer. Roubaix-Roy peut être écarté parce que c'est un homme politique. Le brassage peut diluer les loyautés parce que les gens peuvent s'habituer dedans. L'embargo peut tomber à tout moment et l'État congolais peut se reconstituer. Le CNDP est donc activé. Pourquoi? Le CNDP est activé pour remilitariser le levier, recréer une force homogène, reprendre le contrôle direct du terrain et imposer un rapport de force clair avec Kinshasa, rappeler que l'Est reste conditionné et le CNDP n'est pas un caprice, c'est une assurance stratégique pour M. Kagame. Alors, ce que faisait Kabila concrètement, on va être honnête et précis. Qu'est-ce qui a fait déclencher les hostilités? Pourquoi Kagame s'est réveillé brutalement en activant le CNDP? Ce que Kabila fait, Kabila cherche à stabiliser sans guerre régionale. Il a accepté des compromis dans le brassage, mixage, etc. entre 2003 et 2006. Il évite une confrontation directe avec Kigali parce qu'il connaît la force de frappe, parce qu'il vient de là. Kabila privilégie la gestion plutôt que la rupture. Ce que Kabila ne fait pas, Kabila, il ne réforme pas profondément l'armée, il ne pure pas les réseaux, il institutionnalise des forces ambiguës par les brassages, il accepte un État fragmenté. Kabila gagne du temps, forcément, mais cède de la profondeur stratégique. Alors, pourquoi Kagame gagne la séquence CNDP? Parce que le CNDP force Kabila à négocier, bloque toute reprise totale de l'Est. Le CNDP débouche sur l'accord de 2009, on va en parler, permet l'intégration sans dissolution. Le résultat est que le Rwanda perd Nkunda, que vous connaissez, mais va garder des hommes, les réseaux et la capacité des nuisances dans l'accord de 2009. Le message central est clair. Kagame a activé le CNDP en 2009, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il voyait que son avantage pouvait disparaître. Le CNDP est une réponse préventive et à la possibilité d'un État congolais qui se relève. Il a fallu empêcher complètement toute forme de relèvement. Chers amis, quand l'État congolais commence à se relever, la rébellion n'est jamais loin. Pas pour gagner la RDC, mais pour empêcher qu'elle ne gagne elle-même. Alors, qui est entré dans l'armée congolaise après Sun City? Chers amis, après l'accord de Sun City 2002-2003, la logique internationale est claire. Fin officielle de la guerre, intégration des forces belligérantes, qui est
intégrés dans les FARDC entre 2003 et 2006. On parle ici, chers amis, chers Congolais, on parle ici des milliers d'hommes issus de l'armée donc gouvernementale de Kabila Père. On parle aussi du RCD Goma, soutenu par le Rwanda. Il y a également des hommes de MLC Mbemba et des groupes armés locaux Maï Maï. Ordre des grandeurs. Estimation largement reprise par l'ONU à l'époque, entre 40 000 et 60 000 combattants vont intégrer sur plusieurs vagues pour former justement l'armée nationale. 40 et 60 000 combattants vont intégrer pour faire l'armée. Nous sommes aujourd'hui, avec les calculs, nous sommes à plus de 120 000 soldats, d'après les estimations. Mais cette armée qui compte aujourd'hui 120 000 combattants a été formée avec deux vagues d'entrée des soldats, des combattants. Donc entre 40 et 60 000 combattants ont été intégrés pour former l'armée. Alors, les points cruciaux, l'intégration s'est faite par bloc. Ça ne s'est fait pas par individu. Les chaînes de commandement ne sont pas dissoutes. Donc, on n'a pas brisé les loyautés. On ne crée pas une armée nationale unifiée, on va juxtaposer des armées ennemies. Azara Rebé-Roi n'est pas un chef de guerre. Il est le chef politique du RCD Goma. Les troupes ne lui obéissent pas directement à lui. Alors, combien d'hommes pour le RCD? Les estimations les plus crédibles parlent ici de entre 15 et 20 000 combattants venant du RCD entre 2001 et 2003. 15 à 20 000 combattants, faites-vous l'idée, dans ce 15 à 20 000, il y avait véritablement combien de Congolais autochtones? C'était combien? D'où sont-ils venus, ce 15 à 20 000 combattants? Étaient-ils de Banya Rwanda, Banya Mulenge? Est-ce que c'était les Congolais véritablement? Donc, ces combattants sont majoritairement issus, comme vous le savez, mais encadrés, formés et soutenus par Kigali, avec une forte présence des Tutsis congolais. Tutsis congolais, certains n'aiment pas qu'on parle des Tutsis congolais, Banyamulenge, et aussi d'autres communautés de l'Est. Donc, ce n'est pas une armée étrangère d'après l'ONU, mais ce n'est pas une armée nationale autonome. Et puis la Constitution de 2006 reconnaît comme Congolais les communautés établies avant 1960. Les Banyamulenge sont donc des Congolais juridiquement, mais attention à la confusion fatale, nationalité égale droit civil, loyauté militaire, socialisation, formation, chaîne de commandement. Je répète, loyauté militaire égale socialisation, formation, chaîne de commandement. Et là, on dissocie. Le problème n'a jamais été juridique, il a toujours été sécuritaire. Alors, le CNDP 2006-2009, c'était qui exactement? Le CNDP n'est pas né de zéro. Il est composé de trois sources principales. Les ex-RCD, intégrés mais restés groupés parce qu'on a fait entrer des groupes. Après 2003-2006, certains ex-RCD vont refuser les brassages réellement, vont garder leurs hommes, vont conserver leur zone d'influence. Certains RCD, dont Rebé-Roi était le chef, le président, et donc la dimension politique, un peu comme Nanga aujourd'hui. Le CNDP, c'est le refus de la dilution. Ils ont refusé. Et puis, des officiers intégrés, nous parlons de défection interne de FARDC, des officiers intégrés vont quitter l'armée congolaise, vont amener leurs troupes, vont reconstituer des unités cohérentes,
Ce sont les Congolais en uniforme FARDC qui basculent. Quand on dit Congolais, certains d'entre eux ont été reconnus Congolais par l'article 10 de la Constitution de 2006. Voilà pourquoi on les appelle des Congolais. Et puis, le CNDP va recruter aussi dans le sud Kivu, parmi des jeunes Banyamulenge, mais aussi parmi d'autres communautés locales. Pas de recrutement massif au Rwanda à ce stade. Et le vivier est local, mais idéologiquement et militairement structuré. Effectif du CNDP, estimation entre 2008 et 2009, nous avons 6 000 à 8 000 combattants au pic, suffisant justement pour tenir des territoires, battre des brigades de FARDC et imposer des négociations. Alors, pourquoi l'intégration du CNDP est une erreur stratégique 2009? L'accord de 2009 intègre le CNDP dans le FARDC sans dissoudre les unités, sans justice, sans filtre de loyauté. Les hommes du CNDP entrent ensemble, gardent leur chef, conservent leurs réflexes de loyauté, gardent leur réseau. On institutionnalise une armée dans l'armée. Alors, pourquoi 2012? Le vrai déclenchement, ce que fait Joseph Kabila en 2011, en 2012, il tente de redéployer les ex-CNDP parce qu'ils sont entrés, nous avons dit, entre 8 et 9 000 combattants du CNDP sont entrés par brassage en 2009. Et Joseph Kabila, entre 2011 et 2012, il va tenter de le redéployer, ces hommes-là. Il veut casser ces blocs, le disperser. Alors, Joseph Kabila, il leur donne leur mutation pour justement casser cette dynamique, cette force. Il veut le briser. Il cherche ici à reprendre la main sur l'Est. Donc, c'est exactement ce que Kagame redoutait depuis 2006. C'est la dispersion des combattants, c'est la dissolution de ces combattants intégrés dans l'armée congolaise. Et dans la réaction, très rapidement, c'était la naissance du M23 en 2012, parce qu'ils ont refusé d'être redéployés au niveau du pays, dans d'autres provinces, etc. Ils ont dit niet. Et le M23 va naître. Ils vont refuser. Le M23 est composé quasi exclusivement des ex-CNDP qui ont intégré l'armée par le brassage en 2009. Eux ont refusé l'imitation, la perte de leur position. Ils ont refusé la dilution finale. Donc, ils sont Congolais juridiquement par l'article 10 de la Constitution de 2006, mais leur loyauté opérationnelle est restée structurelle autrement. Donc 2012 est donc la conséquence directe de 2009. Le message central ici, c'est que le problème n'a jamais été la nationalité des combattants, la nationalité attribuée par la force en 2006. Ce n'est pas ça le problème. Le problème a été l'intégration de blocs armés. On a fait intégrer des blocs. Et ces blocs ont gardé leur loyauté par rapport à leur chef. Sans démantèlement, sans justice, sans reconstruction de loyauté. Donc 2003, intégration massive, vous avez compris. 2009, intégration du CNDP sans dissolution. Et 2012, c'est l'explosion logique. Nous avons connu le M23. Donc c'est une chaîne causale. En 2009, on a intégré des combattants. En 2012, on a récolté une armée qui n'avait jamais cessé d'exister au sein de l'armée. Et donc, 2013 à 2018, bonsoir Ndeko Divine, une défaite militaire, un appareil sécuritaire inchangé. Ici, l'objectif de ce chapitre, c'est
de faire comprendre une seule chose essentielle. Le M23 a été vaincu militairement en 2013. Je répète que le M23 a été vaincu militairement en 2013, mais l'appareil sécuritaire congolais, lui, n'a jamais été refondé. Il se passe quoi avec les infrastructures, mon ami? C'est là que se trouve la racine de tous les malentendus actuels. Certaines personnes disent et affirment que le M23 a été défait, dissous, neutralisé, n'existait plus. Et c'est de là que viennent les accusations, évidemment, de la complicité du président Félix et le M23. Je rappelle que c'était les Belges qui ont fait les infrastructures depuis rien. Ok, mais ce n'est pas le débat, mon ami. 2013, ce qui a réellement été gagné en 2013. En 2013, la RDC obtient une victoire militaire réelle contre le M23. Ça, c'est correct. Une défaite sur le terrain, un recul vers le Rwanda et l'Ouganda, un désarmement partiel, une pression internationale forte. Militairement, le M23 est neutralisé, mais politiquement et structurellement, il ne l'est pas. Militairement, il est neutralisé, mais politiquement et structurellement, le M23 n'était pas défait. Le point fondamental, une victoire militaire n'est pas une réforme de l'État. Ce qui n'a pas été fait après 2013, c'est quoi? Après la victoire, plusieurs chantiers n'ont pas été menés, n'ont pas été réalisés, n'ont pas été imprimés. Pas d'épuration sérieuse de FARDC. Il n'y avait pas non plus des audits massifs de loyauté. Il n'y avait pas non plus de réforme profonde du renseignement. Il n'y avait pas de justice transitionnelle cohérente. Alors, comme conséquence, comme résultat, il y avait toujours les mêmes généraux qui ont permis une certaine trahison, qui ont permis une certaine défaite. Il y avait toujours le même réseau après 2013, les mêmes habitudes, les mêmes automatismes, les mêmes fragilités. Rien n'avait changé parce qu'après 2013, il n'y avait pas de réforme. Donc l'ennemi est repoussé, d'accord, mais le système, les réseaux, les hommes traîtres, les infiltrés étaient toujours présents dans cette armée. Ça, c'est ce que d'autres personnes doivent savoir. Alors, une armée issue de brassages successifs. Le FARDC de l'après 2013, mon ami Noah Chama, issu de brassages successifs. Le FARDC de l'après 2013 sont le produit ou le résultat des brassages des ex-rebelles intégrés, de mixages mal contrôlés, des promotions politiques, des compromis sécuritaires régionaux. Ça, c'est une armée issue de brassages successifs. Et dans ce type d'armée, mon ami, les grades ne garantissent pas la loyauté. Dans ce type d'armée, mon cher ou ma chère, la hiérarchie ne garantit pas l'obéissance, l'uniforme ne garantit pas non plus la fidélité à l'État. Donc c'est une armée numériquement grand, oui, nous sommes à 120 000, oui, nous sommes même à 150 000, mais stratégiquement une armée fragile. Le M23 s'était soldé à un dossier gelé. Donc après 2013, les cadres du M23 ne sont pas jugés. Ils restent regroupés à l'intérieur. Ils conservent leur réseau. Ils sont en train d'attendre le bon moment. Donc le M23 n'est pas détruit. Il est mis en veille. C'est une différence capitale à imprimer. Un dossier gelé peut toujours être réactivé si le contexte devient favorable. Vous comprenez? Et donc, qui va profiter de ces non-soldes? Cette situation va arranger plusieurs acteurs, forcément. Certains réseaux internes,
certains voisins, l'Ouganda, le Rwanda et bien d'autres, certains acteurs régionaux, certains intérêts économiques, cette situation va les arranger. Pourquoi? Parce que le 1,23 devient une carte de pression, un levier latent, quelque chose qui est là qu'on peut faire sortir à tout moment, un instrument réutilisable. Le conflit est suspendu, mais le conflit n'a jamais été résolu. Les amis, tapotez s'il vous plaît, nous sommes à 700, nous sommes à moins, ça commence à ralentir. Ça commence à ralentir. Je vous prie de partager, ne restez pas inactifs. Ne restez surtout pas inactifs, s'il vous plaît. Parce que sinon, ça va ralentir et l'algorithme ne va pas travailler et ça risque de faire comme hier. Vous pouvez partager si vous n'avez pas de problèmes de bras, si vous n'avez pas de difficultés, vous pouvez le faire. Partagez à nos amis, à vos followers. Invitons les Congolais à venir écouter. Alors, pourquoi? Parce que le 1,23 devient une carte de pression. Donc, le conflit est suspendu, mais le conflit n'a jamais été suspendu. Plutôt détruit. Quand on accuse plus tard un président de ramener le 1,23, on oublie volontairement ceci. Beaucoup de Congolais accusent le président Félix de traître. C'est lui qui a ramené le 1,23. C'est lui qui a ressuscité le 1,23. Donc, il est la cause. Il les a invités en 2019. Et ils ont fait des accords qu'il n'a pas respectés. Donc, quand on l'accuse plus tard d'avoir ramené le 1,23, les gens oublient volontairement, sciemment, que le 1,23 n'a jamais été dissous en 2013. Que le FARDC n'a jamais été assaini depuis 2003 jusqu'à 2019. Et les gens oublient qu'il y a eu près de 40 à 60 000 combattants qui ont intégré l'armée pour créer l'armée, le FARDC. Donc 40 à 60 000 combattants entrés entre 2003 et 2006. Et c'était par bloc. Chaque bloc avait gardé sa loyauté et à ses chefs. Les gens oublient ceci. L'État n'a jamais été verrouillé. Alors, si vous suivez très bien, vous allez comprendre pourquoi, ma chère Noah. Donc, le problème a précédé 2019. 2013 n'est pas une fin. C'est une pause stratégique. Vous comprenez? On n'a pas défait le 1,23 en 2013. On a marqué une pause parce que personne n'a été jugé. Aucun cerveau moteur n'a été jugé. Ils se sont tous retrouvés au Rwanda ou à l'Ouganda. Donc, ça veut dire que les cadres n'ont pas été saisis. Et cette pause a laissé l'illusion de la victoire à beaucoup de Congolais. Ils ont cru que le Congo avait gagné, mais cette pause a conservé les conditions du retour. On a gagné une bataille en 2013, d'accord? On n'a jamais gagné la guerre structurelle. Le 1,23 n'a pas été démantelé structurellement ou politiquement. Et une guerre structurelle perdue finit toujours par revenir. Alors, Félix Tshisekedi arrive face à une armée déjà structurée. Il faut comprendre ça. Une armée déjà structurée contre la victoire. Ça veut dire quoi ici? Le but ici de ce passage est de faire comprendre tout simplement que Félix Tshisekedi n'arrive pas devant une armée blanche. Voilà, mon ami. Il s'endort, il ne meurt pas parce que les cadres, parce que la plupart des combattants sont rentrés, se sont enfuis au Rwanda, à l'Ouganda, et ils ont été formés pendant 7 ans. Une formation intensive. Donc, les amis, Félix Tshisekedi n'arrive pas devant une page blanche
Mais devant un système militaire déjà organisé, qui se regarde, qui s'évalue et qui se demande que va faire ce nouveau président avec nous. Félix arrive devant un bloc. Donc un changement politique et pas un changement institutionnel. Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir en janvier 2019, l'armée existe déjà. Les généraux sont déjà en place. Les réseaux sont déjà structurés. Les loyautés sont déjà fragmentées. Il n'y a aucune table rase. L'État continue avec les hommes du système précédent et ces hommes savent une chose. Comment survivre à un changement politique. Ces hommes savent comment attendre, patienter. Ces hommes savent comment tester le nouveau pouvoir. La question, c'est qui dirige réellement l'armée en 2019? Le chef d'état-major hérité de l'ère Mobutu, Kabila. Et donc, à l'arrivée de Félix, le chef d'état-major est encore issu du dispositif Kabila. Ce poste-là est stratégique parce que ce poste-là contrôle des opérations, ce poste responsable de l'état-major contrôle les nominations des généraux, contrôle la logistique, contrôle des flux d'informations militaires. Le président n'a pas une armée loyale d'emblée. Quand il arrive au pouvoir, il a une armée qui l'observe. On observe Félix Tshisekedi. On veut savoir qu'est-ce qu'il va faire, ce monsieur-là. Est-ce qu'il va être pour nous ou contre nous? L'organisation militaire héritée. Félix hérite des zones de combat, des régions militaires et des commandements. Les zones de défense. La RDC est structurée en zones de défense, généralement 3 grandes zones à l'époque. Zone ouest, zone centre et zone l'est. Et chaque zone est dirigée par un général puissant avec une influence opérationnelle, un contrôle territorial et des réseaux économiques locaux. Ces commandants des zones sont souvent plus enracinés localement que l'État, liés à des circuits économiques protégés par des équilibres politiques anciens. Et les régions militaires, ce sont des sous-zones. On retrouve environ 10 régions militaires. Et chaque région a son général, son propre budget, sa logistique, ses troupes, ses connexions locales. C'est à ces niveaux, forcément, que le système devient mafieux et pas idéologique. Là où les généraux mangent, ils mangent où ça? Dans la logistique, dans les rentes, dans le minerai. Donc c'est un point fondamental que beaucoup de Congolais ne comprennent pas. La guerre est une économie. Dans un système, gagner la guerre, ça veut dire perdre les rentes. Prolonger l'insécurité, ça veut dire maintenir les revenus. Donc si vous prolongez l'insécurité, vous maintenez les revenus parce que si vous perdez la guerre, vous perdez les rentes. Donc les sources des rentes incluent quoi? Les marchés des logistiques, les carburants, les nourritures, le transport. Vous avez les soldes fictives des troupes fantômes. Vous annoncez qu'il y a 150 soldats, 150 000, alors que vous en avez que 20 000, et l'État paye pour 150 000 soldats, et les excédents, c'est dans la poche. Donc, les sources des rentes incluent les carrés miniers contrôlés directement ou indirectement, des taxations informelles, etc. Donc, beaucoup de hauts gradés ont des intérêts miniers ou sont associés à des réseaux économiques locaux. Une armée qui gagne vraiment la guerre perd ses prétextes, va perdre ses budgets exceptionnels, va perdre ses zones grises, va perdre ses rentes. Vous comprenez? Donc, le système est objectivement anti-victoire. Il n'est pas bon de gagner. Vous avez en 5e position la maison militaire et les renseignements. Ce sont des verrous clés
la maison militaire. La maison militaire du président est censée sécuriser les chefs d'État, filtrer l'information militaire. La maison militaire est censée coordonner avec l'état-major. Mais en 2019, cette maison militaire est héritée de l'ancien régime et donc partiellement perméable aux anciens réseaux. Le service des renseignements, ce service militaires, civils et spécialisés, sont eux aussi fragmentés, politisés et infiltrés. Le résultat est que le président ne sait pas toujours qui dit vrai, ni qui joue double jeu, ni qui informe l'ennemi. Donc, une armée organisée pour ne jamais gagner. Vous avez compris. Donc, c'est là où se trouve le cœur de notre propos. Le système militaire hérité, ce système est bon pour tenir, ce système est bon pour négocier, on négocie, est bon pour gérer l'instabilité, mais mauvais pour gagner une guerre. Parce que si vous gagnez une guerre, vous allez tout perdre. Gagner, ça veut dire réformer. Réformer, ça veut dire des audits. Des audits, ça veut dire des sanctions. Et des sanctions, ça veut dire une perte des rentes. Donc, le système résiste naturellement à la victoire. Il n'est pas bon de gagner. Et Félix dans tout ça alors? Félix arrive sans armée personnelle, sans service purgé, sans le contrôle total. Il arrive face à un bloc organisé, décidé à ne jamais gagner de guerre, parce que gagner une guerre, c'est perdre des avantages. Et là, il doit choisir. Casser le système brutalement, il y a un risque de coût interne. Temporiser, observer, tester, remplacer progressivement, il choisit la temporisation stratégique. Alors, que deviennent ces hommes ensuite? Après 2019, on observe quoi? On observe certains généraux qui sont remplacés, d'autres ont été mis à l'écart, certains ont été mutés loin des zones sensibles, d'autres ont été arrêtés ou enquêtés, certains passés à la trahison ouverte, d'autres ont fui la scène. Donc ce nettoyage est progressif réellement, parce qu'un nettoyage brutal aurait fait exploser l'État. Félix ne prend pas la tête d'une armée nationale disciplinée, vous l'avez compris. Il prend la tête d'un cartel militaro-économique fragmenté. Et dans un tel système, chers amis, toute nomination est un risque. Toute réforme est une menace. Toute victoire est un danger pour ceux qui vivent du chaos. Et donc, ceux qui vivent du chaos ne vont pas vous laisser réformer. Ils ne vont pas vous laisser ramener l'ordre. Parce qu'eux vivent dans le désordre. Ils vivent dans la guerre. Ils profitent dans la guerre. Donc, gagner une guerre, ça veut dire réformer. Félix n'est pas arrivé pour commander une armée prête à gagner. Il est arrivé face à une armée organisée pour durer, pour échouer, pour négocier et transformer une armée organisée pour durer. Et donc, vous avez compris que on peut maintenant aller plus loin. Comment se font réellement les nominations militaires en RDC 2019? Ici, l'objectif est d'expliquer les circuits réels de décision. Montrer que la nomination est un processus collectif. Ça ne vient pas de la poche de Félix. Collectif, bureaucratique et risqué. Et ici, le but est de faire comprendre pourquoi même une bonne nomination peut devenir une trahison plus tard. Les mythes du président qui choisit seul. Souvent, on met sur le dos du président, c'est lui le responsable. Il est arrivé au pouvoir, il devait tout connaître, il devait avoir le bâton magique, il devait tout savoir.
Dans l'imaginaire public, le président connaît ses généraux parfaitement, il les choisit lui-même, donc il est responsable de tout. Mais dans la réalité institutionnelle congolaise, ce n'est pas vrai. Le président ne recrute pas les officiers, ne forme pas les officiers, le président ne fabrique pas les carrières militaires, le président ne connaît pas personnellement la majorité des colonels ou des généraux. Il ne le connaît pas. Il arbitre entre des propositions qui lui arrivent déjà filtrées par la maison militaire, l'état-major et même au niveau du ministère de Défense. Les circuits réels d'une nomination, le schéma clair et simple pour la compréhension. L'étape 1. L'état-major général, c'est le premier filtre. L'état-major général propose des noms. Donc, Chiwewe propose un nom, comme ça vous parle directement. Il propose des noms, il classe les profils, il avance des arguments convaincants, techniques et stratégiques. L'ancienneté de la personne dont le président doit nommer, son expérience, le besoin opérationnel sur le terrain et l'équilibre interne. Le problème structurel, c'est quoi? C'est que l'état-major est lui-même héritier des réseaux anciens. Voilà pourquoi Chiwewe est tombé. Il propose dans un vivier déjà infiltré. L'étape numéro 2. Le ministère de la Défense. Deuxième filtre, et là c'est beaucoup plus politisé. Le ministère vérifie la conformité administrative, il va arbitrer entre plusieurs options et il prend compte de la pression interne, il va prendre compte de l'équilibre régional. Voilà pourquoi d'autres têtes des Banyamulenge sortent et sont nommées pour l'équilibre régional, pour l'équilibre international. Et donc il y a des pressions internationales sur des minorités, etc. Et vous comprenez que certaines décisions, ce sont des pressions internationales et donc des équilibres régionaux et l'urgence sécuritaire. Ces niveaux ne purgent pas, ils gèrent l'existant, ce qui est déjà là. L'étape numéro 3, c'est la maison civile du chef de l'État. C'est un point très mal compris également. La maison civile ne commande pas l'armée, ne choisit pas les profils militaires, mais centralise les dossiers, résume les dossiers, présente les options au président. Elle travaille sur pièce, pas sur connaissance intime des hommes. Parce que ce n'est pas l'armée. L'armée, c'est l'état-major. Et le président, lui, le président reçoit 2 ou 3 options. Après avoir subi des filtrages, etc., on lui ramène sur la table quelques noms. Il arbitre sous contrainte. Il y a l'urgence, l'équilibre régional, la stabilité du pays, le risque de blocage interne, etc. Et il choisit dans un stock qu'il n'a pas constitué lui-même. Il choisit dans un stock de visages qu'il lui-même ne connaît pas. Mais il fait confiance à la lecture, au filtrage de la maison militaire et de l'état-major. Et donc, pourquoi toute nomination est un pari risqué? Dans une armée saine, un CV militaire, c'est une garantie relative dans une armée saine. Et dans une armée infiltrée, un CV militaire égale un masque possible. Vous n'avez pas l'assurance que cette personne est équilibrée ou que cette personne, sa loyauté va à la nation. Vous n'avez aucune idée. C'est du 50-50. Donc, personne ne peut savoir avec certitude qui est resté loyal à l'ancien régime, donc à Kabila. Personne ne peut savoir à l'avance qui a des dettes régionales, qui joue double jeu, qui attend une opportunité. Est-ce que le président Félix pouvait savoir, pouvait s'attendre que Chiwewe pouvait être en intelligence? Qui pouvait s'en douter? Donc,
La loyauté n'est pas écrite dans un dossier. Ici, vous avez également l'illusion de l'ethnie comme clé d'analyse. On se base sur l'ethnie. Attention, écoutez-moi bien. Beaucoup d'accusations reposent sur l'origine géographique, l'ethnie réelle ou supposée, la langue, Banyarwanda, le passé régional. Ici, c'est une erreur stratégique, vous allez comprendre pourquoi. Parce que la trahison documentée dans l'histoire congolaise concerne toutes les régions. Je dis bien toutes les régions. Les Baluba, les Bangala, les Baswahili, les Banyarwanda, tous, toutes les ethnies, toutes les générations d'officiers. La vraie ligne de fracture n'est pas ethnique, elle est plutôt réseau, rente, survie du système. Et donc, pourquoi certains trahissent après leur nomination? C'est un point qui peut expliquer forcément. Un officier peut être loyal au départ, comme Chiwewe, j'en citerai d'autres après, puis trahir par la suite. Pourquoi est-ce que cette personne qui a été fidèle au début, qui vient d'un régime hostile, on lui cède des places de choix, on lui place dans des postes réellement des responsabilités, des hautes responsabilités, cette personne trahit. Pourquoi? Parce que vous avez des pressions des anciens réseaux. Vous avez des chantages économiques. Il y a aussi la peur des audits, la peur de perdre les rentes, un calcul politique, un retour d'un ancien pouvoir comme Kabila. Donc la trahison est souvent opportuniste, la trahison n'est pas idéologique. Les corrections nécessaires, arrestation, mise à l'écart, mutation, etc., à partir de 2021-2024, on a observé des arrestations de Congolais de haut niveau. Ce n'est pas des Banyamulenge, des Congolais. Des mises à l'écart discrets, de mutations loin des zones sensibles, des enquêtes éternes. Un président complice ne nettoie pas son propre appareil. Pour ceux qui disent que c'est un traître, il est en intelligence, comment peut-il être en intelligence et commencer à nettoyer son propre appareil? Le même fait, ou le fait même que des proches, des officiers supérieurs, des civils de haut niveau aient été arrêtés ou écartés, montre que le système est en cours de tri. Nous sommes en train de trier et pas des collisions. Ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Félix ne nomme pas des amis. Il arbitre un héritage toxique. L'héritage, c'est l'armée qu'il a trouvée. Des colonels, des généraux, des commandants, il les a trouvés là. Il arbitre avec ça. Il compose avec ça. Parce que cette armée qu'il a trouvée, ben c'est cette armée de 2003-2006, brassage entre 40 000 et entre 40 et 50 000 hommes entrés dans l'armée pour former le FARDC. C'est qu'il va arbitrer sur cette armée dont 8 000 ont été intégrés en 2009. Il va arbitrer dans cette armée dont 1800 ont été intégrés après la défaite en 2013. Et donc, c'est sur ces hommes-là qu'il va arbitrer. C'est là qu'on trouve des généraux. C'est dans ces lots qu'on trouve des colonels. C'est dans ces lots qu'on trouve des commandants. C'est dans ces lots qu'on trouve de brigades, etc. Et il va arbitrer là-bas. Avec un état d'esprit, j'espère que celui-là n'est pas un traître. J'espère que celui-là n'est pas en intelligence avec Kabila. Bon, je vais tenter, je vais prendre un Moulouba. J'espère que, comme un Moulouba, il ne sera pas en intelligence. Et même un Moulouba, il est en intelligence. Donc, le problème est beaucoup plus grand que ça. Et donc, Félix ne nomme pas des amis. Il arbitre un héritage toxique. Certaines nominations ont échoué. Vrai. Certains ont trahi. C'est vrai. Certaines
ont combattu loyalement. Et là, c'est vrai aussi. Donc, tous n'ont pas trahi, tous ne sont pas restés fidèles. Et c'est ça qu'il faut comprendre. La nomination n'est pas la preuve de la complicité. La réaction après la trahison est le vrai test. Dans une armée infiltrée, chers amis, la question n'est pas qui a été nommé, mais comment l'État réagit quand un nommé trahit. C'est ça la question. On réagit comment après coup? Donc, on accuse le président d'avoir nommé des hommes, mais on oublie qu'il a aussi arrêté des hommes. Et on n'arrête pas ses propres complices. Vous comprenez? Donc, ici maintenant, la nomination controversée, vous avez la méfiance de la population, soupçon et la réalité sur le terrain. L'objectif ici est de faire comprendre ceci. Expliquer pourquoi certaines nominations ont suscité une méfiance immédiate et pourquoi cette méfiance ou cette défiance est compréhensible. On peut le comprendre. Mais aussi pourquoi elle ne constitue pas une preuve de complicité avec les M23 et les Rwandais. Une population traumatisée, il faut partir d'un fait humain et pas un fait politique. Après 96, 98 les retours, 2004, 2006 CNDP, 2012, 2013, forcément la population de l'Est vit dans un traumatisme cumulatif. Dans ces contextes précis, toute nomination devient suspect, toute origine devient un indice, tout silence devient une preuve. Ce n'est pas de la bêtise, chers amis, c'est une réaction de survie collective. Et tous les Congolais ont intégré cette psychologie. Donc, les nominations venant de Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, zone frontalière, sont immédiatement scrutées, parfois rejetées. Pour quelles raisons? Parce que ces zones ont connu des rébellions, des brassages, des intégrations forcées et des interférences étrangères. Donc le soupçon vient du territoire, pas forcément de la personne. Alors, l'erreur fréquente, c'est confondre origine et loyauté. C'est un point que nous devons absolument faire passer, faire comprendre. Être Banyamulenge, c'est M23. Ce n'est pas pour défendre la cause de Banyamulenge, mais c'est pour qu'on soit dans la nuance. Parce que si on n'est pas dans la nuance, vous occasionnez ce qu'on appelle une épuration à l'Est. La nuance est très importante. Donc, être Banyamulenge, d'autres se disent, alors c'est M23 tout de suite. Être du Kivu, ça veut dire qu'on est un pro-rwandais. Voilà pourquoi d'autres disent que ceux de la province, plutôt ceux de la population des Katangais, sont pour sont pour Nanga. Sont pour la dislocation de la RDC. Alors que vous avez beaucoup de ressortissants du Katanga qui ne sont pas pour Nanga. Vous comprenez? Et donc, être du Kivu ou de l'Est, ça dit que vous êtes pro-Rwanda. Avoir combattu dans l'Est, c'est être un infiltré. Donc, ces équations sont fausses, mais elles circulent quand même. Historiquement, il est vrai, des traîtres ont existé dans toutes les régions. Des patriotes ont existé dans toutes les régions aussi. L'ethnie n'est pas un test de loyauté. Alors, pourquoi certaines nominations ont malgré tout posé problème? Il faut être honnête aussi à ce niveau-là. Certaines nominations ont été mal perçues parce que les profits étaient opaques. Les passés étaient peu expliqués, on n'explique pas. La communication officielle était tout simplement faible et les contextes sécuritaires étaient explosifs. Les silences institutionnels nourrissent la rumeur. Là-dessus,
l'État a parfois sous-estimé la perception populaire, sous-estimé l'état d'éveil de la population, surestimé la rationalité du public et laissé le terrain aux manipulateurs comme le Rwanda. Et donc, quand la méfiance devient instrumentalisée, à partir d'un certain point, la méfiance ou la défiance n'est plus spontanée, elle est amplifiée par des acteurs politiques. Elle est utilisée par des réseaux hostiles, exploitée sur des réseaux sociaux, transformée en accusation ciblée contre le président. Le récit devient, s'il nomme telle personne, c'est qu'il est complice. S'il a nommé un Banyamulenge, c'est qu'il est en intelligence avec Kagame. Si il a fait libérer, il s'appelle comment ce monsieur, Biamungu, c'est que forcément, il y avait une intelligence, il y avait une forme de programmation, il y avait un projet pour Uvira. Et donc, c'est de déduction et rien de scientifique. C'est une construction politique, ce n'est pas une preuve. Le fait souvent oublié par les accusateurs de ce président, ce que beaucoup omettent volontairement et ne veulent pas en parler, volontairement parce qu'ils sont des opposants, ou parce qu'ils sont mal informés, ou parce qu'ils ont une certaine haine, plusieurs officiers soupçonnés ont été mutés. On n'en parle pas. Plusieurs officiers soupçonnés ont été mis à l'écart, ont été arrêtés, ont fui le pays. Un pouvoir complice protège ses complices. Un pouvoir menacé corrige ce qui a corrigé. Donc, les corrections existent même si elles sont lentes. La vraie fracture, c'est la loyauté à l'État ou la loyauté au système. Quand je dis système, je parle bien des réseaux que certains ne veulent pas détruire, ne veulent pas laisser mourir. La vraie question n'est pas d'où vient-il, mais à quoi est-il loyal? Ceux qui trahissent à l'État congolais ou bien au système des rentes, à un ancien régime, à l'occurrence Kabila, à un parrain extérieur, Kagame, à sa survie personnelle, parce qu'il y a des rentes, des carrés miniers. Donc, ici, la vraie question à se poser, c'est, ces gens trahissent pourquoi? Parce qu'ils aiment Kabila, alors ils veulent son retour. Ils trahissent parce que ils vont perdre leur rente. Ils trahissent parce que ce sont des infiltrés. Ils trahissent pourquoi? C'est cette loyauté-là qui décide du comportement, du choix. Je trahis ou je ne trahis pas. J'appartiens à quoi? Au réseau? Au système? J'appartiens, ma place, je la dois à Kabila? Ma place, je la dois à Kagame? Ou bien c'est l'État qui m'empêche d'avoir mes rentes? Je trahis pourquoi? Donc la méfiance populaire est compréhensible forcément, mais quand elle devient automatique, elle peut être manipulée contre l'État lui-même. Donc, dans un pays blessé, le soupçon est normal, mais quand le soupçon remplace l'enquête, quand le soupçon remplace la rationalité, la logique, il devient une arme pour ceux qui vivent du chaos. Et donc, ça profite ici à Kagame, ça profite aux ennemis de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a le ver dans les fruits. La trahison maintenant, les arrestations, les neutralisations, la réalité de l'infiltration 2009, 2019, 2024. L'objectif de cette nouvelle page, c'est de montrer une vérité simple et dérangeante. Oui, les Congolais ont trahi. Oui, les Congolais de père et de mère ont trahi. Oui, certains ont été arrêtés, écartés ou neutralisés. Non, cela ne prouve pas une complicité du sommet. Il faut être clair,
Au contraire, cela prouve un tri en cours, lent, mais c'est réel. Donc, dans une armée héritée de 25 ans de guerre et de brassage, s'il vous plaît, les loyautés sont multiples. Ça, c'est scientifique. Ce n'est pas émotionnel. Dans une armée héritée de 25 ans de guerre, des brassages, de mixage, forcément, les loyautés sont multiples. Les rentes sont puissantes. Les réseaux survivent au président. Donc, la trahison se joue sur quoi? Ça se joue sur l'accès à l'info, sur la logistique, les rentes minières et la peur des audits, la nostalgie d'ancien régime, le retour forcément de Kabila. Beaucoup le prêchent dans les panels, beaucoup espèrent un retour, je ne sais pas comment, de Joseph Kabila. Et donc certains vont trahir pour ça, parce qu'ils veulent un retour d'un ancien régime. C'est une nostalgie mal placée. Et donc, elle traverse toutes les régions et toutes les ethnies. Salut camarade Vanessa. Des arrestations et mises à l'écart emblématiques, c'est un fait public. Vous avez des personnes comme Delphin Kaimbi, général, chef du renseignement militaire, hérité de l'ère Kabila, arrêté en 2020 sous Félix Tshisekedi pour des soupçons graves de déstabilisation. Il est décédé en détention en 2021. C'est un signal fort. Est-ce qu'un pouvoir complice va arrêter ses complices? Le patron du renseignement hérité, John Numbi, figure sécuritaire majeure de l'ancien système, progressivement neutralisé politiquement, mis à l'écart de l'évier, ça montre la perte d'influence des barons de l'ancien appareil. Pourquoi les écarter si Félix est complice? Vous avez Christian Chiwewe, ancien chef d'état-major général, vous l'avez vu, vous l'avez lu, écarté, alors qu'il a été couronné des grades. On a tout fait pour ces garçons. J'appelle garçons, pour ses papas. On lui a tout donné. On lui a tout donné à Chiwewe. Mais par voie des conséquences, parce que sa loyauté restait attachée, je ne sais pas moi, à Kabila, attachée aux rentes, attachée au carré minier, attachée à des promesses, attachée. Et donc, il est écarté. Vous avez aussi Constant Ndima Gomba, gouverneur militaire du Nord Kivu, 2021 à 2023, relevé de ses fonctions après des événements graves, des controverses. C'est le cas d'écartement politique d'un commandement sensible. Vous avez Puter Siri Mwami Nkumba, gouverneur militaire du Nord Kivu, 2023-2025. Mort au combat avec le 1-23. Ça rappelle une chose essentielle. Tous les nommés n'étaient pas complices. Certains ont combattu jusqu'à la mort. Des mutations silencieuses également, la méthode la plus utilisée d'ailleurs. Toutes les corrections ne sont pas des arrestations. Des méthodes fréquentes sont de retrait des zones chaudes, Nord Kivu, Sud Kivu ou Turi, de mutation vers des postes administratifs, des mises à disponibilité, de perte de commandement effectif. C'est une neutralisation sans explosion interne. Beaucoup de ces cas n'ont pas été médiatisés. Secret défense. Vous avez des fuites et des effacements, d'autres formes de neutralisation face aux audits et aux enquêtes. Certains officiers se retirent Bazokima, d'autres fuient la scène politique, d'autres perdent toute influence. Et la fuite est aussi un aveu de vulnérabilité, pas une victoire. Pourquoi tout n'est pas public? Il faut le dire clairement, chers amis. Dossier militaire, risque de fractures internes, il y a des procédures en cours, il y a des protections des opérations. Donc, la transparence totale peut tuer l'État en contexte de guerre. Tout n'est pas dit.
C'est que ces faits disent du pouvoir réel. Un pouvoir complice protège ses complices, promeut, couvre ses complices et le recycle. Un pouvoir menacé teste, observe, isole, remplace, arrête quand il peut les arrêter. Donc les faits observés depuis 2019 correspondent au deuxième cas, c'est-à-dire tester, observer, isoler, remplacer et arrêter. Dans une armée infiltrée, la trahison existe forcément, c'est scientifique. La question n'est pas, y a-t-il de traîtres? Mais l'État corrige-t-il quand les traîtres apparaissent? C'est ça qu'il faut se poser là comme question. Les traîtres n'étaient pas des étrangers, ils étaient des Congolais. Ils sont des Congolais encore aujourd'hui. Et c'est précisément pour ça que les arrêter est politiquement plus difficile parce que ce sont des Congolais, ils sont mélangés. Vous regardez les Banyamulenge par rapport à l'ère fasciste, mais vous oubliez qu'il y a beaucoup de Congolais de traîtres, beaucoup de Congolais qui sont là, qui n'attendent qu'une occasion pour trahir le président, pour former un retour de l'ancien régime. Pourquoi les 1-23 reviennent? Cause réelle maintenant et documentée entre 2021 et 2025. L'objectif de ce dernier chapitre, démontrer que le retour du 1-23 n'est pas un caprice congolais, ni une création de Félix comme j'entends, mais la réactivation d'un outil quand les contextes deviennent favorables, surtout quand la RDC commence à redevenir stratégique et lisible. Et dans ce cadre-là, on réactive le 1-23. L'effet de base, le 1-23 ne réapparaît pas. Le 1-23, il se réactive, cher ami Tefasman. Pendant des années, c'est vérifiable, mon ami. C'est vérifiable. Prenez le temps de vérifier, vous allez savoir. Pendant des années, après 2013, l'activation 1-23 est faible. Pendant des années, après 2013 plutôt, l'activité du 1-23 était faible. Puis, à partir de fin 2021, le mouvement redevient un acteur majeur avec une montée en puissance nette en 2022. Le point à marteler ici, un groupe armé qui revient après 8 ans de dodo, de repos, ne revient pas par magie. Il revient parce qu'il y a des réseaux restés vivants en interne. Il revient parce qu'il y a des soutiens. Il revient parce que c'est un moment politique et opportun. OK? Les soutiens extérieurs d'abord, c'est le moteur du retour du 1-23 et c'est documenté, mon ami Tefasma. C'est les points les plus durs, mais les plus solides factuellement. Les rapports et les mécanismes onusiennes décrivent le 1-23 comme recevant du soutien, les armes, assistance, logistique, et les dossiers est traité dans les cadres des sanctions et des experts. Les conseils de sécurité matérielle, de sécurité matérielle et sanctions indiquent que le 1-23 a été destinateur d'armes matérielles et évoque des témoignages sur un appui depuis les forces rwandaises. Les rapports des experts panel 1533 sont la base institutionnelle utilisée par les États pour fixer les diagnostics qui soutient comment, quelle chaîne financière, etc. Donc, sans appui extérieur et logistique, un groupe ne tient pas un front, ne recrute pas massivement, ne garde pas des zones, ne négocie pas en position de force, sans appui extérieur, donc du Rwanda. Le vrai déclencheur
pourquoi est-ce que le 1.23 s'active en 2021? La RDC devient plus lisible, donc plus attaquable. Ça veut dire quoi? Une RDC faible, ça veut dire une RDC tolérable, qu'on peut tolérer, manipulable, une RDC rentable. Une RDC fragilisée rapporte beaucoup. Mais une RDC qui commence à se structurer, cette RDC devient un danger stratégique pour ceux qui vivaient du désordre. Donc, ces basculements se voient à quel moment? Quand les circuits des rentes sont davantage surveillés, quand l'État réclame plus de contrôle, quand les flux deviennent un enjeu mondial, minerais critiques, etc., corridor, c'est exactement à ces moments-là que la rébellion redevient utile pour empêcher la progression, pour empêcher l'émancipation, pour empêcher la visibilité, pour empêcher la lisibilité, mon cher Tefastman. Et puis, la fin du chaos utile. Pourquoi l'ancien modèle ne marche plus? Pendant longtemps, le chaos a permis des trafics, des zones grises, une économie de guerre. Beaucoup d'officiers généraux ont vécu des carrés miniers, du péage, etc., de la logistique. Beaucoup ont vécu de ça et le Rwanda est devenu le premier producteur du coltan. Le Rwanda a fabriqué des usines de raffinement, l'or et coltan, alors que sous son sol, il n'y a rien. Et donc, pendant longtemps, le chaos a permis des négociations permanentes, négociations 2003, 2006, 2009, 2013, et on espérait encore de la négociation aujourd'hui. Les amis, Tefastman, écoutez-moi très bien. Ne vous dispersez pas dans votre paradigme hérité. Écoutez-moi bien. Apportez de la nuance dans ce que vous dites. Je suis en train de vous donner des éléments qui ont permis l'activation du 1.23. Suivez la logique. Quittez l'émotion. Parce que même s'ils les auraient invités, admettons qu'il les a invités, ok, et qui a financé, qui a armé, qui a nourri les 1.23, qui les a financés? Oui, il les a invités, d'accord, mais qui a équipé ces 1.23? Qui les a formés? Ils étaient où? Il les invite, ils étaient où? Ils étaient au Rwanda? Ils étaient en Ouganda? Ils étaient où? D'où sont-ils sortis comme ça en grand nombre? Oui, admettons, il les a invités. Et donc après, il les a dit, allez-y, armez-vous, allez-y, faites coalition avec les Rwandais, l'Ouganda, revenez pour prendre Goma, revenez pour prendre Bunagana, revenez pour prendre Bukavu. C'est ça la logique pour vous? Cher ami, Tefastman. Donc, lui-même les a invités, ok, d'accord. Donc, il les a invités, il les a dit, allez-y, revenez pour nous détruire. C'est ça la logique pour vous? Sortez de l'émotion, cher ami. Comprenez pourquoi est-ce que le 1.23 a été activé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pendant longtemps, le chaos a permis le trafic, des zones grises, des économies de guerre, des négociations permanentes. Mais quand le monde a besoin maintenant de chaînes d'approvisionnement stables, parce que ça commence en 2020, mon cher. Je vous parle bien de Kagame. Je ne vous parle pas de M23. Kagame voit bien que dans les institutions internationales, on parle de transition énergétique. Il le sait que quelque chose se prépare. Il sait que la RDC va changer de visage. Il le sait, quelque chose est en train de se préparer. Il est au courant, il est informé. Il sait que
ça va basculer pour lui. Donc quand le monde a besoin de chaînes d'approvisionnement stables, stabilisées, de traçabilité, des corridors sécurisés, les chaos alors devient un risque parce que vous ne pouvez pas continuer avec les chaos pendant que le monde demande la transparence, le monde veut la traçabilité, le monde veut une chaîne d'approvisionnement stable, le monde veut des corridors. Donc l'instabilité chronique soutenue et accompagnée par Kagame, ça ne pourra plus être accepté. Il le sait. Les chaos deviennent un risque et donc pour les mêmes acteurs qu'il est toléré hier. C'était accepté hier, mais aujourd'hui, ça ne sera plus toléré parce que le monde a besoin de la RDC. Et pourtant, certains réseaux internes et régionaux ont continué d'en vivre. Donc, deux logiques s'affrontent ici. Logique d'État, stabiliser, contrôler et industrialiser. Ça, c'est l'État. Et l'autre logique des rentes, pas seulement de Kagame, pas seulement de M23, mon ami. On vous parle des Congolais, de chefs d'état-major, de colonels, de responsables de la maison militaire. On vous parle de directeurs qui sont responsables de la logistique. On vous parle de généraux qui contrôlent les zones militaires, les zones de défense, les régions militaires. On vous parle